tu étais du coup payé pour rouler. Ouais. Ça aussi, Voilà. c'est le tournant. C'est ce qui Ouais, prend. ah ouais. Gérard Doré, parce que je faisais déjà équipe, mais lui sur l'autre moto, on était ensemble, on partait même ensemble sur les courses et tout, déjà on s'entendait vachement bien, quoi, tu vois. Et donc voilà, quoi, on avait fait de jolies courses quand même, avec Jean aussi, tu vois. Et donc Guillaume, il en prend 2 pour la saison suivante. Voilà, il prend Gérard et toi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui va te permettre aussi de faire quelques courses avec une 2,5 Honda. Ouais, si je veux, ça peut-être comme ça. Est-ce que tu étais un peu fatigué de l'endurance après ces 3 titres mondiaux ou... Et la 2,5, bon là par contre j'ai fait 2 années... Difficile. C'est différent le Grand Prix. Ouais. Le Grand Prix est très différent. Et alors, est-ce que c'était un soulagement de passer en 500 l'année suivante? Oui et non? Ah non. Non, mais 500... c'était le rêve d'être en 500. Ah oui, complètement. Mais tu aperçois de suite que c'est le cadeau empoisonné. Oui. Parce que la moto est derrière. Donc ils ont même mis des pots pour avoir le look de la moto de 88, le machin, tout le truc, tu vois. Sauf que j'avais la vieille, enfin la 80. Ah oui, toi, tu avais une 87, bien sûr. Tu n'avais pas celle de l'année. Non. Et puis là, elle était au bout, parce qu'il y avait des fois, ils étaient obligés de changer les carteurs moteurs. Je me souviens, ça écoutait à l'époque, on disait 20 briques, les carteurs moteurs, ça avait fait un trou dans le truc, ça c'était... Alors ça devait être d'autant plus difficile que c'est l'année où Christian Saron a toutes aligné les pôles, positions. 6 pôles d'affilée, tout le truc. Ouais. Ah oui, moi je prenais des tours je prenais des tours, quoi. Tu vois, moi je prenais le départ, j'attendais, je me retournais pour voir quand c'est qu'il allait me passer, quoi. Et là, je téléphonais chez moi, tu vois, j'en peux plus, j'arrête, je rentre et tout, et puis on me dit non, mais vas-y, continue, tu vois. Mais c'était aussi le moment où les 500 devenaient très difficiles à piloter, dangereux même, non? Ouais, enfin, moi T'as pas eu ces problèmes-là encore? Non, je suis tombé, enfin oui, c'est parti, quoi, la moto, je suis parti plusieurs fois, toi, à la Laguna Seca, machin, comme ça, moi j'ai eu des chutes, oui, quand même, qui étaient assez violentes, quoi. Mais le plus dur, c'était en fait d'avoir un modèle vieux d'un an, quoi. Ouais, puis niveau ambiance, tout ça, tu vois, c'était l'année d'avant, si je tombe à Salzbourg, j'ai une luxation de hanche, tu vois, avec la 2,5, et à l'hôpital, j'ai tous les autres teams qui sont venus me voir. Mon team n'est pas venu. Tu vois, mon team, il est parti vite en Tchéco parce qu'il y avait une place de parking au gardé. Ça, je peux te dire que... Ah. Là. T'as les Honda qui sont venus me voir, t'avais Raymond Roche qui était venu me voir à l'hôpital et tout, et puis voilà. Si, t'as les gens du CETA qui sont venus. Mais mon team, tu comprends, il y avait des places à aller regarder. Et ma moto était déjà passée à Jean-Philippe Routia, quoi. Ouais, d'accord. Donc une ça saison, deux saisons. Non, mais pas moi. Hein, non, mais tu vois ce que je veux dire, ça te. Ouais, tout à fait. En tant que, moi j'aime bien le côté. Tu t'es pas senti adopté par l'écurie, Ah, du quoi. tout. Non. Elle était très centrée autour de Christian, tu le ressentais ou... Ouais, mais de toute façon, en plus Christian marchait vraiment fort, quoi, ce qui est normal, quoi. C'était normal, Christian, c'était lui de. Je voulais absolument pas prendre la place de Christian. Mais il y a peut-être un décalage dans la stratégie même de son auto. Peut-être. C'est-à-dire qu'il avait accepté de l'usine 2 machines différentes, ça te rendait. Alors si tu veux, moi j'ai de suite senti que j'étais le deuxième parapluie, quoi. Ouais, tout à fait. Si tu veux, pour moi j'étais là pour. Presque c'était triché, quoi. C'était pour montrer que c'était son auto, ça devait être un grand team, qui avait 2 motos, que c'était un gros team, tu vois. Sauf qu'en réalité, c'était pas du tout ça. Peut-être que c'est la CETA qui avait demandé qu'il y ait 2 pilotes. Ouais, mais bon, enfin, moi je servais, tu vois, le deuxième parapluie, quoi. Voilà. Si tu veux, en gros. Bon, alors on va pas insister sur ces années. Donc ça, c'est mes années. Et puis après c'est parti. J'ai fait une année en 89 avec Awa. On a fait un petit peu de superbike, un petit peu de course. Là, ça a été. C'était un peu... Passer ces années d'euphorie avec ces 3 titres mondiaux en endurance successifs, comment tu vivais ces années-là? Difficile, ou tu sentais que de toute façon, c'était une époque aussi où les carrières des pilotes étaient courtes? Ah oui. Bah, déjà on commençait très tard, hein, au jour d'aujourd'hui. Tu sais, nous on commençait la compétition, déjà il fallait avoir le permis, tu roulais à 19 ans, quoi. Tu commençais les premiers tours, tu allais à 19 ans, quoi. Donc, tout à fait. Tu vois, le temps de course qu'on avait, il n'était pas très long, sauf que les gamins, là, quand ils arrivent à 18 ans, ils ont déjà 10 ans de course, quoi. Déjà, nous, on les avait pas, quoi. Des coachs, quand tu vois tout le truc. Alors que tu as commencé à courir, les séances d'essai, on connaissait mais pas. nous, on n'avait pas de coach, il n'y avait rien, on se débrouillait tout seul, les contrats, on se débrouillait tout seul, tout était tout seul, quoi. Il fallait qu'on se débrouille tout seul, quoi. Moi, je sais que, ne serait-ce que pour aller même quand j'étais chez Sonto comme ça, pour les avions, les billets, enfin, tout, c'était mon problème, quoi. C'était à moi de me débrouiller, quoi. Vous débrouillez de tout. Donc, tes 2-3 dernières saisons, tu sens venir la fin. Si tu veux, je repars en endurance, je repars avec Kawa, avec Gaudier, avec Georges Gaudier.
On fait une saison très moyenne, je trouve. Moyenne. On fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 au Mans. Au bol, il y a. C'est Christophe Bouben qui chute. Voilà. Et on abandonne. On fait un peu de superbike ou la moto, mais là c'était. Si tu veux, Kawa, là c'était Kawa France, c'était le groupe Seito qui était un importateur. Oui. C'était pas Kawa Japon. Tu vois, ça c'était une différence déjà. Et aux 24 heures du Mans, il y avait Kawa Japon. Et c'était le seul but, c'était même pas pire que de gagner, c'était être devant l'autre moto, tu vois, il fallait être devant l'autre. On avait fini devant la Kawa officielle, quoi. On avait fait. Mais en superbike et tout, on avait des motos superbike. Et comment il s'appelle l'Australien là, qui roulait toujours avec Kawa, là, l'Australien. Gardner? Non. Phyllis, qui était comme ça. Et on voyait la moto de Phyllis, on avait les clapets dans les trucs. Mais nous, on n'a pas ça, on peut pas avoir ça. Ah non, mais ça change rien, ça change, vous inquiétez pas, ça change. Bon, voilà, tu vois, la moto, voilà, c'était voilà, tout comme ça, quoi. Voilà, on était comme ça, donc. Et après, si tu veux, là j'ai fini avec Dominique Meillan. 90, j'ai commencé, parce que je sors d'une discussion chez Kawa, puis j'appelle Dominique, il me dit, je lui dis écoute, si tu veux, parce que Dominique on se connaissait depuis tout le temps, parce qu'on avait fait l'endurance, lui il avait commencé en 80, tu vois, à peu près l'endurance, moi 84 et tout ça, quand j'étais avec Kawa, on se voyait tout le temps, on se chambouillait, c'était très sympa, quoi, t'avais une ambiance, tu vois, dans l'endurance à l'époque là, c'était très sympa, quoi, c'était vraiment... Et ce que j'aimais bien, quoi. Et je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, je suis dispo. Il me dit arrive. 2 heures après j'étais chez lui, tu vois, voilà. Mais t'es resté quoi, 1-2 saisons? 3 saisons. 3 saisons. Alors 3 saisons, par contre en 3 saisons, là je crois qu'on a dû finir 3-4 courses. Même pas. J'essaye de me le resituer, c'était avec Hervé. Très mauvais. Très mauvais moment pour Suzuki, quoi. Je te dis, voilà, ça a été... Ça aussi, c'est dans les carrières des pilotes, c'est très important à quel moment tu es dans une phase ascendante, comme l'arrivée des V4 Honda, des RBF. Là, c'est le poker d'as. Complet. Et à un autre moment, Suzuki qui avait pourtant déjà gagné, est au fond du trou, et là, avant de rebondir après, mais ça change de génération. Et alors quand est-ce que tu commences à te dire, il faut que je pense à l'avenir et que tu penses à monter un magasin de moto? C'est venu un peu plus tard. Beaucoup plus tard. Un peu plus tard, pas beaucoup. Mais si tu veux, en 92, j'ai des... non content, tu vois, les résultats, les motos... et j'ai des chutes que je comprends pas, tu vois, avec la vente de la pneu. On est en Michelin, je prends la vente, tu vois, je croise tout le temps, j'ai des trucs assez... je commence à en avoir assez, tu vois, parce que je chute, j'ai pas de... Et tu comprends pas pourquoi? Je comprends pas, c'est l'avant qui part, et puis tomber, ça va, c'est bon. Voilà, je commence à me dire, attends, c'est bon, quoi, ça va, quoi. Et là, j'arrive en fin de saison, je suis au bout, quoi. J'ai dit, le bol, c'est dingue, je suis même pas monté au bol, puisque la moto cassée avant. Mais je voulais même pas monter. Normalement, c'était Hervé, moi et Christian. J'ai dit à Christian, vas-y, fais. Moi, j'étais au bout, j'y arrivais plus, je m'amusais plus, quoi. J'étais plus, j'ai dit, voilà, il est temps de passer à autre chose, quoi. Tu vois, puis... donc, j'ai arrêté, et je suis très content d'avoir moi décidé d'arrêter. Et surtout pas quand on me dit non, reste à la maison, t'es plus bon, reste à la maison. Voilà, ça, je te dis que là, c'est moi qui ai dit stop, j'en peux plus. Voilà, j'étais au bout de ce que j'avais à faire là-dedans, quoi. Voilà. Dans la compétition, et ça c'est... Et tu passes un moment à réfléchir avant de te lancer dans l'ouverture de ton premier magasin ou... Ah, si tu veux, j'ai pas fait comme ça. Avant, j'ai voulu aller voir ce que c'était, quoi, si tu veux. Donc j'ai commencé à être commercial pour des marques de style Denez et tout ça, voilà, tu vois, pendant 1 an. Après j'ai fait 1 an, je me suis rapproché du secteur avec Motul. Tu vois, j'étais représentant Motul, je voulais voir, jusqu'à avoir l'opportunité, je voulais voir un peu comment ça se passait d'abord, tu vois, voir les autres, et puis j'ai ouvert après j'ai racheté une concession Kawasaki à Bayonne qui était à vendre, donc j'ai racheté ça, puis voilà, là maintenant ça fait 25 ans que je suis là, quoi. Aujourd'hui, aujourd'hui tu es dans aujourd'hui, il y a une 12aine d'années, tu as investi dans un tout nouveau site, un nouveau lieu. Tu me disais au moment où on est arrivé ici que c'est toi qui as ouvert ce lieu puisque d'autres concessions moto sont venues se mettre autour. Tout à fait. Quand même, je trouve, moi j'ai connu l'ancien magasin tout au départ. Et donc, j'ai envie de dire que le champion du monde d'endurance, il s'est mué en un sacré homme d'affaires, mener une concession.
c'est beaucoup de choses. C'est de la gestion, c'est diriger des hommes, c'est du commerce. Donc, tu t'en es très très bien sorti, non? Disons qu'au jour d'aujourd'hui, ça marche, ça va. Monsieur Igua, pas de fausse modestie. Je vais te dire une chose, vraiment, j'ai une super équipe. J'ai des gars, c'est toujours les mêmes en place. Tu vois, j'ai à l'atelier, à la vente, comme ça, c'est depuis le début, ils sont avec moi. Oui, mais j'ai envie de dire, parce que tu as reproduit ton équipe d'endurance avec autour de toi. Ouais, instinctivement, je sais pas. C'est peut-être ce que je recherche un peu, tu vois, voilà, j'ai des gens de confiance, j'ai des gens avec qui je peux, tu vois, si je peux partir 8 jours, 10 jours, c'est tout comme ça, c'est nickel, quoi, je rentre, j'ai une super équipe. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est, voilà. C'est ce que je veux dire, ça marche dans les deux sens. Ah oui, si tu veux, oui. Bon. Mais... Et ça se sait pas, la discrétion de Patrick Igua continue comme avant. Mais, ouais, bah, écoute, moi ça va, ça me convient, écoute, je suis ici, je fais... là, comme tu disais, maintenant on est en train de devenir un pôle moto là où on est, les autres conseillers sont venus autour, c'est super, il y a le coin moto qui est ici à Anglette, là, on est là, tu vois, pour le BAB, Bayonne Biarritz Anglette, quoi, ce qu'on appelle le BAB. Et donc non, ici va bien, malgré les problèmes d'approvisionnement qu'on peut avoir, la faire autour. C'est un peu difficile. Ouais, mais en gros, comment tu qualifierais les 10-12 dernières années de ce que tu as vu du marché, de l'évolution des motos? Je me souviens d'ailleurs que la dernière fois que j'étais venu à ton vieux magasin, tu venais de prendre KTM, qui était, on peut le dire, quasiment une nouvelle marque qui arrivait sur le marché des routières, puisque à l'époque, les Katoches, c'était juste des motos de tout terrain. Tout à fait. Aujourd'hui, KTM non seulement a une gamme route colossale, KTM est engagé en moto GP. Partout. Donc, comment tu vois les changements au cours des 10 ou 12 dernières années dans le marché et dans ton métier? Alors, il y a une chose, c'est qu'ici, en plus, on a une région un peu spécifique. Il fait beau? Très, tu vois. N'oublie pas que le vert du Pays Basque, ça se mérite, ça, c'est le vert, il est qu'ici, ce beau vert comme ça, tu vois. Non, mais c'est... les gens ici sont pas forcément des gros rouleurs. Mais par contre, ils aiment des marques, ils aiment tu vois, c'est pas du généraliste en général, tu vois, c'est pas ça. C'est pas les marques généralistes... comme les Japonais maintenant sont un peu à la peine, peut-être un petit peu dans le coin, tu vois, alors qu'il y a des marques comme tu vois, les autorités, les Harley, Triumph, comme ça, ici le coin, le secteur est très très demandeur de ça. Et voilà. Et KTM, c'est quelque chose aussi qui est particulier, avec des motos très typées, très voilà. En plus, bon, le tout-terrain, ça j'en parle même pas, parce que là on est, bon, c'est le KTM est leader, fait des motos assez vraiment assez exceptionnelles au niveau. Tu as fait un peu de tout-terrain en loisir? Toujours. Ouais. Et j'ai découvert le tout-terrain grâce à mes années Grand Prix, puisqu'avec en 87, j'avais eu à l'époque c'était un 3,5 TT, c'est ça qui m'avait mis complètement en grand plaisir au tout-terrain. Je faisais constamment du tout-terrain, tout le temps. Ah ouais. Et je partais, parce que moi j'ai un secteur ici, on a la mer, la montagne, on a tout, quoi. Donc voilà, on est... des enfants gâtés. Peut-être. Un peu timide, un peu discret, mais gâtés. Ouais, très gâtés. Non, ici c'est vraiment... Ici, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent, parce qu'ici c'est discret, quoi. Il n'y a pas de... Tu sais, tu peux rencontrer des personnalités là, ici, qui se baladent. Ils sont tranquilles, on ne va pas les embêter, quoi. C'est vraiment... voilà. Tu n'as pas eu besoin d'aller au casino à Biarritz pour réussir ton jeu, si je puis dire. Voilà. Ben écoute Patrick, en tout cas, merci de nous avoir accordé ce long entretien. Ouais, plaisir. Ben oui, le plaisir est partagé, tu t'en doutes. Et puis c'est surtout le plaisir de tous les fans de moto qui auront, je suis sûr, grande satisfaction à te retrouver sur Bike 70. Et peut-être je poserai une question. Est-ce qu'on te verra peut-être dans une manifestation genre Moto Légende ou les Coyotes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Peut-être. On prend note. Pourquoi pas? Merci Patrick. Ah oui, c'est vrai que j'ai été impliqué pendant plusieurs années avec Moto Légende. Je leur donne d'ailleurs encore des petits coups de main. C'est vrai qu'on pourrait essayer de faire rouler un certain... je te dis, il y a Yves là, quand il m'a parlé de la Fior, là, il m'a touché là. Mais oui. Ah, j'ai un truc, quand je vois Gérard qui rentre dans son cuir, moi j'ai pas la même matière de cuir, tu sais, parce que moi, elle a rétréci le mien, c'est terrible. Je peux pas le mettre, alors que lui, il arrive à le mettre. Il était de mauvaise qualité ton cuir. Ah, moi, les miens sont pas bons, quoi, c'est ça.
Oui, c'est vrai que... Quand je vois Gérard son cuir de l'époque, elle monte au cuir et tout, j'ai dit waouh. Mais il y a plusieurs fjords qui roulent, hein, d'ailleurs. Ouais. On ne l'a pas évoqué parce que pendant tes années Honda en endurance, tu as roulé oui, plusieurs fois fait, sur la 500 fjord 3 cylindres. Exactement. Ça aussi, c'est comme ça que tu as découvert la 500 d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'était parce que moi je voulais... si tu veux, je pensais que l'endurance, on n'avait pas assez de courses, et je voulais avoir un peu de rythme, et j'avais... Guillaume m'avait laissé faire le championnat de France, il y avait 4 courses. Ouais. J'avais fait 4 courses avec la Je me souviens d'une super bagarre avec Saron à Carole. Oh non, enfin, non j'étais tombé, je suis remonté, il avait un tour d'avance. Ah. J'étais avec lui. Oublié ce détail. Je le suis, si tu veux. Je le suivais, si tu veux, voilà. Je le suivais, mais bon, voilà. J'étais remonté sur la moto, j'étais reparti. Voilà. Et alors, après, je sais pas pourquoi j'avais ce souvenir. Mais je sais que tu aurais dû dire, oui, je suis resté dans sa route toute sa course et tout ça, et pas du tout. Voilà, on va être clair, quoi, voilà. Ok, écoute Patrick, un grand merci. Tu sais, il y avait eu, la 500, c'était à Albi, là, j'avais eu au warm-up, j'ai le guidon qui se dessoude. Le guidon, tu vois, le frein, et là, je freine comme ça, alors, je suis passé par-dessus, comme un truc, je m'étais pété, j'avais côte à côté, et j'avais roulé quand même, je sais plus comment il s'appelait, il m'avait aidé à descendre pour aller sur le podium, j'arrivais pas, j'étais sur le truc, je croyais qu'il allait tomber dans les pompes sur le podium et tout, j'étais... T'as fait combien de courses avec la Fiora? 4 courses. 4 courses. Et après, une fois, quand j'étais chez Suze, avec Claude, on était parti avec la 2,5 pour aller à Hongrie, on avait fait. Et là, c'était mal passé, il y avait aux essais, il y a eu un problème de montage dans la boîte bloquée, boum, j'étais revolé. Enfin. J'ai jamais été. Je suis resté plus de 10 ans sans aller sur une piste. J'y arrivais pas, quoi. J'étais au bout. Quand j'ai arrêté, j'étais au bout, tu vois. Et j'avais fait Vauxhall. Tu fais un Vauxhall? Ouais. Et Vauxhall avait amené des motos à Arnos. Et le matin, on montait sur le café à la soeur, je me dis, quand même, je vais vendre ces motos, il faut que je sache. Je venais de me faire opérer devant le ménisque, comment il fait tout. J'avais 2 points au genou, mais juste 2 jours avant, quand on a fait. J'ai dit, quand même, il faut que je monte sur la moto, il faut que j'essaye. Et là, waouh, la balle, j'ai dit, quelle moto! Et je me suis remis à rerouler, c'était avec cette Vauxhall, mais en 2000, tu vois, t'es resté 10 ans sans aller sur les pistes, ça, truc. Et la dernière fois que j'étais voir un GP, c'est Thomas Beaujard qui m'a amené. On est parti d'ici en moto parfois. Moi j'ai fait le tracé pour... j'ai oublié de l'appeler pour le prévenir que je serais ici. J'aurais dû le lui dire. On peut l'appeler si tu veux. Bon, on va passer un coup de fil. Et Tom. C'est bien le journal qu'il fait. Hein. C'est le numéro 3 déjà? Ça, c'est le 3. C'est le 2. Non, c'est le 2. C'est le 2. Ah, non, mais il est bien. Hein, je l'ai dit, tu peux le montrer à nos amis de Bike 70. Là, GP Mag de Thomas Beaujard. Thomas Beaujard, c'est vraiment... Ça se lit de bout en bout, c'est un régal. Un régal. Là, c'est... Et le petit Tom, c'est moi... C'est moi qui l'avais embauché à Motojournal. Et c'est Lacombe qui lui avait dit, petit stagiaire, il avait 18 ans, bah tiens, la première moto sur laquelle il a mis les fesses, c'est la 750 NR Honda. Ah oui, t'imagines? C'est pas mal quand même. Tu peux lui poser la question. C'est la première moto de truc. Mais bon, c'était la magie de Motojournal à l'époque. Moi, j'en avais fait une règle, on prenait beaucoup de stagiaires. Et puis après, ça relayait, donc tu vois, Lacombe, il cliquait tout de suite, tiens, on va demander à ce gamin qui vient d'avoir son permis, qu'est-ce que ça lui fait d'être sur la moto la plus belle et la plus chère du monde, quoi. Ça, Thomas risque pas de l'avoir oublié. Et aujourd'hui, il m'a amené, tu vois, sur le Grand Prix, et c'était à Aragon, là, que j'étais bon... J'ai revu plein de gens qui étaient de l'époque, qui sont toujours là, quoi. Tout le temps là, c'est pareil, des mecs qui sont là tout le temps, tu vois. Ah, ça m'a fait plaisir, certains de voir, mais... Alors, moi, le dernier Grand Prix aussi, puisque surtout au Mans, mais ce qui m'a un peu gêné, c'est de voir des gens qui sont toujours là et qui te parlent de leur lassitude d'être là. Ouais. Je sais pas si ça t'est arrivé aussi. C'est une sorte de contraste par rapport à ce monde. J'étais à 2 choses, tu vois, si tu veux, j'ai vu, voilà. C'est un monde qui n'a rien à voir avec... Quand je vois les petits gamins aussi, je me dis waouh. Petits gamins, ils ont tout, tu vois, ils t'en ont comme ça, t'as le gars qui leur prend le casque comme ça, ils savent même pas se nettoyer une visière, tu vois, je me dis attends, c'est quoi ça, tu vois, tu vois, mais pour aller transpirer. Tu sais, suite aux accidents qu'il y a eu en Espagne, en ce moment en Espagne, ça remue sur le plan politique au plus haut niveau, hein.
de quelle manière peut-on donner accès au sport moto aux jeunes enfants? Donc il y a une grosse réflexion qui est en train de se faire. Mais c'est vrai que le monde des Grands Prix est radicalement différent. Et moi, quand j'ai commencé à en voir, c'était les années 60, donc c'était encore pire. Comme tu entends le circuit, le truc là, c'était... Ça, c'est pas à mon avantage de dire que j'ai vu des courses en 1960, mais quelle évolution, et en même temps... le MotoGP aujourd'hui, c'est un autre monde, mais c'est quand même toujours aussi saisissant. Tu vois, le paddock, ça m'a... Waouh. J'ai pu rentrer, tu vois, Bernard Ancio par exemple. Bernard Ancio, j'ai connu en 82, il était avec Mertens, c'était le train de Mertens. Et là, on se voyait, on se côtoyait, parce qu'on était vraiment... Et quand on s'est revus, là, il veut de suite, on s'est reconnus, des trucs. Et je suis rentré dans le stand et tout avec... Bon, mais les gars, ils sont vraiment sympas, tu vois, toujours pas, ils sont restés les mêmes. En même temps, ils sont tous les sens très tendus, très focalisés sur chaque tâche. C'est plus ça, quoi, c'est plus... ils ont plus les mains dans le cambouis, ni rien, maintenant c'est le mec qui est... Voilà, le plus important, à la limite, c'est lui, quoi. Il y en a un qui va pour ramener le pneu, l'autre qui va chercher pour l'essence, l'autre pour le truc. Guy Coulon n'a pas ouvert un moteur depuis des années. C'est ça, quoi. Enfin, sauf ceux qui bricolent pour s'amuser. Mais sur un circuit, en tout cas, on n'ouvre plus de moteur. Fou, ça. Alors que toi... Quand tu courais avec les deux temps, les moteurs étaient ouverts tous les soirs. Ah, mais tous les soirs, mais on faisait les boîtes. Il fallait qu'on fasse les boîtes, on n'avait pas les trucs. Donc tu vois, quand tu n'étais pas bien, entre les séances d'essai, quoi, on faisait les... Et puis déculasser pour avoir les carburations. Les carburations, tout et tout. Non, c'était autre chose, c'était différent, quoi. C'est notre époque, il faut accepter l'évolution. Oui, et puis ça ne veut rien dire de dire c'était mieux avant, c'était différent, c'est un autre monde. Je ne suis pas comme ça, non, chaque époque. Quand même, il est un peu moins humain qu'il a été. Le plaisir que tu exprimes sur... ce que disait Agostini en rigolant, aujourd'hui, lui, au fait de sa gloire, il avait 4 mécaniciens avec lui. Aujourd'hui, un petit jeune qui arrive en N3, il a une équipe de 45 personnes. Voilà. Et il n'est pas sûr que le gamin connaisse les 45 d'ailleurs. Voilà. Mais je ne suis pas sûr après que les gamins sachent aller chercher jusqu'au fond d'eux-mêmes pour se la donner, pour ce truc. Alors, je sais pas. Je crois que la caractéristique du sport, c'est que quelle que soit la situation, c'est celui qui sort les tripes qui sera le meilleur. Qui sera le meilleur devant. Donc, quand tu vois les trajectoires récentes, tu vois tout de suite ceux qui ont quelque chose, qui ont moins que les autres n'ont pas, dans cette situation précise. Vous, à ton époque, avoir la moelle, c'était faire des milliers de kilomètres de nuit en camion, c'était dormir par terre, pour être sur la moto le samedi et le dimanche. Eux, avoir la moelle, c'est justement résister à toute cette pression, à toute cette organisation qu'on pourrait qualifier de froide un peu, mais qui sélectionne aussi impitoyablement que c'était sélectionné à ton époque en fait. La sélection là, très très compliquée là quand même. Parce que je trouve de plus difficile, c'est la vitesse à laquelle on l'a senti. Tu vois, par exemple, un gars comme Arnaud Vincent, qui est champion du monde 125, comme Mike Di Meglio, qui est champion du monde 125, et paf, il disparaît du jour au lendemain. Pour moi, c'est le côté le plus négatif des Grands Prix d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'y construire réellement une carrière. Et puis, une fois que tu as raté le coche... Je suis pas sûr qu'on voit des Valentino Rossi, ça, je sais pas Rossi, tel que c'est fait là. Rossi, il est à la charnière de 3 générations. En plus, il est presque à la charnière du vieux Continental Circus, du démarrage des grosses écuries sportives et du MotoGP. C'est un ovni en ce sens-là. C'est un ovni. Je suis pas sûr qu'on voie... Mais enfin, ça reste magique. Ah oui. Cette image, elle est magique. Bravo Patrick, de toute façon, Francis va faire un montage avec tout ça. Parfait. Et Patrick, c'est super.